Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Boubacar Coulibaly, président du club francilien de l'association amicale et sportive de Sarcelles. Avec lui, nous avons évoqué le quotidien du club de Sarcelles, son budget, ses éducateurs, ses valeurs, l'identité de jeu prônée, ainsi que les difficultés d'un club amateur en 2022. Nous sommes également revenus sur le partenariat avec le club d'Offenheim, le rôle social du club dans la ville de Sarcelles, l'exemple Riyad Mahrez, la gestion des parents toujours plus difficile et les rapports avec les clubs professionnels. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Boubacar Coulibaly. Bonjour Boubacar Coulibaly et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan. Alors, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir? J'aime bien dire que c'est votre Madeleine de Proust à laquelle vous repensez de temps en temps avec émotion et affection. Bon, il y en a plein, c'est compliqué de faire. Après, on va dire quand j'étais gamin, il y a 2-3 faits qui m'ont vraiment marqué. La première, c'était le Benfica-Marseille avec la main de Vata. J'avais 9 ans et j'étais triste, clairement, parce que c'est la première fois que je regardais, que j'ai le souvenir, c'est mon premier souvenir footballistique à la télé. Et après Bari en 91 où j'ai pleuré pour la première fois à cause du foot. Et forcément 2 ans après, j'ai été heureux. Et sinon un match aussi qui m'a marqué à l'époque quand j'étais gamin. Et là j'étais au Parc des Princes, c'était France-Israël, France-Bulgarie. Voilà. Un peu chat noir quand même, là, je voudrais pas dire, mais France-Israël et France-Bulgarie, c'est pas des bons souvenirs. Hein. C'est clair, des très mauvais souvenirs, sachant que au début, avant le début du match, il y avait la chanson l'Amérique. Et au final, on est sorti en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Donc il y a des bons souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs un peu plus douloureux dans ce que vous me racontez entre Marseille et l'équipe de France. Oui, on va dire que c'était triste au départ, on va dire avec Marseille. Et après, j'ai été quelques fois heureux. Bon, ça a été rare malheureusement, mais en fait, oui, l'Olympique de Marseille, c'est ce qui me procure le plus d'émotions, clairement. Depuis 30 ans, j'ai dû rater peut-être 1% des matchs. Je m'organise pour pouvoir voir les matchs. Je m'organise pour aller au Vélodrome. Pourtant, j'habite à Paris, mais j'ai fait mes études pas très loin à Montpellier pour être le plus proche possible. J'allais voir tous les matchs. Voilà. À l'époque de Drogba, quand on est parti en finale, face à l'Inter, j'étais là. Face à Liverpool, quand on a gagné, j'étais là. Newcastle. Voilà. Ça, c'était des super souvenirs. Alors Boubacar, vous êtes président de l'AAS Sarcelles. Alors on connaît beaucoup les FC, on connaît beaucoup les AS, mais AAS, je dis tout de suite, c'est Association Amicale et Sportive de Sarcelles. Club important en Île-de-France, évidemment, un club que vous avez repris dans une très mauvaise posture il y a quelques années et que vous avez d'abord dû restructurer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre arrivée dans ce club de Sarcelles et ce que vous avez mis en place assez rapidement pour qu'ils repartent dans la bonne direction? Disons, voilà, tout s'est passé il y a déjà près de 10 ans. Il y avait une ancienne équipe où c'était assez complexe avec des éducateurs qui n'étaient pas payés. À ce moment-là, moi, j'étais éducateur. Donc, j'étais coach en école de foot. Donc, j'avais les U12 à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gros déficit financier. Donc, qu'on a su après, qui atteignait plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le maire, à ce moment-là, est venu et s'est présenté devant les membres du club en disant que
si la situation continue comme ça, on ferme le club. On ferme le club. Ils voulaient fermer le club, donc arrêter toute subvention. Et sans la subvention de la mairie, forcément, on ne pouvait pas continuer. Donc, il a mis cette pression parce que, en fait, compte, l'ancienne direction avait une gestion, en disant, qui était assez compliquée. Donc, avec des amis, dont mon frère et des éducateurs, on s'est réunis, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer de reprendre le club et de le relancer. À ce moment-là, on avait énormément de dettes, on avait à peu près même pas 700 licenciés. Et à ce moment-là, moi, je voulais surtout pas être président, en plus sachant que j'étais au club que depuis 3 ans. Et donc, je ne me trouvais pas légitime à ce moment-là. Donc, on s'est réunis et on a été poussé par des gens un peu plus anciens que nous de la vie. Ils nous ont dit, allez-y, allez-y, de toute façon, vous ne pourrez pas faire pire. Et le maire, quand on l'a rencontré en lui proposant le projet, il a dit, de toute façon, il nous a traités de branquignoles. D'accord. Il nous a traités de branquignoles en disant, c'est des rigolos, vous croyez que vous allez réussir à gérer un club comme Sarcelles, dans une ville comme Sarcelles, avec les pressions qu'il peut avoir extérieures. Et je lui ai dit, monsieur le maire, on se revoit dans quelques temps et vous verrez. Donc, on est venu, on a repris tout à zéro, avec des difficultés financières parce qu'on a été sucré au niveau de la subvention, parce qu'il n'y avait pas de comptabilité depuis plusieurs années. Les licences étaient partiellement payées. Ça veut dire que sur 600 licenciés, on avait peut-être 200 qui payaient. Donc, il y avait des dettes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sonder certaines personnes qu'on connaissait de notre entourage, qui avaient la fibre au football, pour leur parler du projet, leur demander de venir nous aider pour essayer de coacher, d'éduquer les gamins. Au départ, on était 3. Et après, comme on est assez connus, assez respectés, beaucoup de gens se sont greffés à nous, ont été intéressés et ont participé à l'aventure au départ avec nous. Et donc, on a eu un président qui était là. Moi, j'étais trésorier au club. J'étais trésorier, mais indirectement, c'est moi qui gérais, entre guillemets. Voilà, je faisais office de trésorier président, mais officiellement, j'étais trésorier en 2012. Et petit à petit, en restructurant tout simplement, ça veut dire en donnant un planning concret, en mettant des responsables par catégorie, en débutant, en mettant responsables, des gens visibles avec qui les parents peuvent discuter, parler, en signant un partenariat avec la marque Patrick pour habiller les gamins. Voilà, parce que pour nous, c'était très important. Et c'était très low cost, hein, donc c'était pas très cher. Donc au moins, les gamins, ils avaient la fierté d'être habillés avec un équipement complet, avec le sigle ASS. Petit à petit, on a gagné 50 licenciés, 100 licenciés, 150 licenciés. Et en parallèle, on montait de division. Ça veut dire que toutes nos équipes étaient en district. Et petit à petit, on a fait des montées consécutives pour arriver au plus haut niveau régional. Et arriver au plus haut niveau régional, petit à petit, on commençait à avoir une très bonne réputation dans les villes alentours. Et donc, on a énormément de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez nous, dans les villes limitrophes, même beaucoup plus éloignées, parce qu'ils ont entendu la qualité de notre travail, où on travaille beaucoup sur le jeu depuis longtemps. Le jeu, c'est important. Nous, ce qu'on méprise avant tout, c'est les jeux, c'est les tactiques défensives. Nous, on veut vraiment jouer l'offensive, le jeu, par le jeu, et pousser les gamins à réfléchir par le jeu. Et petit à petit, on a un joueur qui partait à Clairefontaine, après puis 2, puis 3, puis 4 par génération, ce qui est énorme. Sur 18 à 20 qui sont pris, une année, on a eu 20% qui venaient de Sarcelles, sur toutes les deux France, ce qui est énorme. Et donc, ça nous a aidés dans notre réputation. Et jusqu'à ce que le summum, c'était la génération 2006. On en a 13 qui sont partis en centre de formation. Voilà. L'année dernière, on en a 13 qui ont signé en centre de formation. Après, c'est le revers de la médaille. Après, c'est un peu plus compliqué quand on arrive dans U16, U17, U18, où tu as les 3/4 de ton équipe type qui part. Mais c'est une fierté de voir que les gamins peuvent essayer de tenter l'aventure à l'extérieur. Et puis en 2017, on m'a poussé à ce que je devienne président. Et donc, je l'ai accepté. Je l'ai accepté parce que c'était un moment charnière où on se disait, est-ce qu'on décide de rester un club formateur pour les équipes, on va dire, professionnelles, où on essaie de monter les gamins un peu plus haut et d'essayer d'aller chercher un peu plus haut. C'est-à-dire les nationaux chez les jeunes,
Et puis au niveau des seniors, un peu plus haut, c'est-à-dire N3 ou N2 à moyen terme. Donc, et en cherchant aussi d'autres sources de revenus, c'est-à-dire sponsoring, mécénat. Avant d'entrer un peu dans les détails, est-ce que vous pouvez nous présenter l'AS Sarcelles en chiffres? Combien vous avez de licenciés aujourd'hui? Combien vous avez d'éducateurs? Combien vous avez d'équipes? La section féminine? Le budget? Je ne sais pas ce que vous pouvez nous essayer de nous dresser un peu le portrait du club. Ben, le portrait du club. Donc, en 2012, on était à 670 licenciés environ. Aujourd'hui, en 2022, on est à 1450. On a plus de 2000 à 3000 refus qu'on refuse chaque année. Donc, on pourrait très bien demain être à 4000 licenciés assez facilement. Et c'est des refus pour des raisons logistiques de terrain, de... Logistique. On n'a pas assez de terrain. Et après, c'est compliqué de faire de la qualité avec énormément de personnes, sachant qu'on n'a pas la logistique nécessaire, on n'a pas assez de terrain. C'est-à-dire qu'une des problématiques qu'on a eues déjà au départ en 2012 et aujourd'hui, c'est le déficit de terrain. On a très peu de terrain. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons deux terrains au centre sportif, plus un demi-terrain synthétique de rugby sur lequel on s'entraîne. Et on a un terrain un peu plus éloigné de la ville, et on n'a pas tous les créneaux qui est partagé forcément avec l'UNSS, les écoles et d'autres clubs de la ville. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ça, c'est un cheval de bataille, c'est d'augmenter notre capacité d'accueil pour permettre de multiplier les entraînements déjà pour ceux qu'on a déjà au club, mais également essayer d'en accueillir d'autres, mais sachant qu'il faudra forcément plafonner à un moment donné, parce que pour faire de la qualité, on peut pas le faire avec énormément de personnes. Donc on est à 1450 licenciés, on est actuellement troisième, je crois, troisième ou deuxième en France en termes de licenciés. En termes d'éducateurs, entre les éducateurs et les adjoints, on est à plus de 90. Et avec les bénévoles, parce qu'on a certains qui nous aident et qui ne sont pas forcément éducateurs, on en a une vingtaine qui se greffent, on est à plus d'une centaine. Et on marche beaucoup en binôme. Voilà. Surtout dans les équipes premières et dans les équipes B, on marche, donc il y a le coach principal et son adjoint. Et pour les grosses équipes, du 18, ça va jusqu'à c'est jusqu'à 2 adjoints, voire 3. Voilà. On a aussi également des entraîneurs de gardiens. On a 4 entraîneurs de gardiens qui sont diplômés également, donc qui font des spécifiques gardiens pour toutes les catégories, pour les gardiens des petits aux plus grands. On a aussi des préparateurs physiques. On a 3 préparateurs physiques, dont une dédiée aux féminines. Voilà. Parce qu'en parallèle, dans les 1450, on a 230 filles. Voilà. 230 filles, on est dans. Bon, je pense qu'en France, on doit être dans le top 5, hein, clairement, en nombre de licenciés filles. Et sur combien de niveaux? On a sur tous les niveaux, ça veut dire qu'on a 2 équipes seniors, une en R1, une en R3, et on a les U19 nationaux. Ça, c'est notre fierté d'avoir les U19 NAS. Il y a 18 équipes en France, 24 équipes, on en fait partie. Voilà. Là, on est pour l'instant deuxième sur la poule de maintien. Derrière le Havre, devant le LOSC et le RC Strasbourg. Donc, et le Stade de Reims, on est devant pour l'instant. Là, on se déplace au Havre pour le maintien et il nous manque un point pour se maintenir sur les 2 derniers matchs. Et voilà. Et donc, voilà, c'est une des fiertés parce qu'il y a quasiment que des clubs pro. On est l'un des seuls clubs amateurs. Après, le revers de la médaille, c'est que tout le monde veut recruter nos joueuses. Ça, c'est un problème. Mais bon, après, on est content. Mais j'ai vu qu'il y avait une jeune joueuse là qui était partie au Paris Saint-Germain, c'est ça? Oui. Ça, c'est une sacrée reconnaissance aussi. Hein. Oui. C'est une sacrée reconnaissance. On va pas dire le contraire. Il y a une fierté de voir qu'elle signe. Voilà. Après, c'est triste parce qu'on la voit partir. Mais bon, après, on espère qu'elle réussira et on sait qu'en général, quand ils partent, nos joueurs, ils sont fiers de représenter leur club, mais aussi Sarcelles. Et souvent, ils reviennent et c'est ce qui est beau. Ils sont fiers d'être sarcellois parce qu'il y a malgré tout une forte identité sarcelloise. Il y a beaucoup de choses, ministère amer, les trucs comme ça, voilà. Et donc, il y a une forte culture sarcelloise. Et Sarcelles a une véritable aura dans le nord de la région parisienne. On parle souvent et majoritairement, et c'est bien normal, de terrain, enfin, de l'aspect terrain avec les clubs amateurs, mais aussi une très grande responsabilité sociale qui parfois est même démesurée, pour vous en tout cas, parce qu'on demande souvent
aux clubs amateurs de se substituer à l'État et aux institutions en matière d'éducation, en matière de protection sociale, d'apprentissage, de développement humain, etc. Comment vous intervenez à l'ASS Sarcelles à ce niveau-là ? Comment vous mettez la balance entre l'importance du terrain, évidemment, qui est un peu le juge de paix pour faire venir des gamins, etc. Et aussi le côté éducation, importance sociale, leur faire découvrir des choses, stimuler leur curiosité, la créativité, mais aussi les aider au quotidien, etc. etc. Ce qu'on essaie de faire déjà au départ, c'est que c'est assez compliqué. Il y a un contexte où Sarcelles reste quand même une ville de banlieue, où les gamins aiment traîner, quelquefois ou pas. Donc, nous, c'est en leur disant, quand on arrive à Sarcelles, c'est déjà attirer les gamins, leur dire qu'au foot, au moins, tu traîneras pas dans le quartier et voilà, et que tu feras autre chose. Ça veut dire que tu vas te vider l'esprit et tu ne penseras pas à faire, entre guillemets, des conneries. Donc, quand ils arrivent au club, on leur dit, le club, c'est le club. On est en vase clos. Et ici, il y a des règles à respecter. L'objectif, c'était déjà de leur mettre des règles. C'est-à-dire, quand on arrive, il y a un éducateur, il y a un adulte, on dit bonjour. Voilà. Donc, ça passe par là, déjà. Tout ce respect-là, c'est-à-dire, quand il y a un papier par terre, tu le vois autour du terrain, tu le ramasses, tu le jettes. Et voilà, c'est vraiment cet aspect éducatif. Voilà. On ne va pas se substituer à l'éducation des parents, mais on essaie de les aider à avoir une certaine éducation et avoir une certaine correction, même vis-à-vis et ce respect. Voilà, parce qu'on leur dit, le club, c'est comme tu es à l'école, c'est que tu respectes le club, tu respectes l'institution. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges avec les parents. Les coachs ont énormément d'échanges avec les parents. C'est-à-dire quand un gamin a des difficultés au niveau scolaire, on veut le savoir. Certains coachs, tout le monde ne le fait pas, mais on essaie de le voir. C'est si on peut voir les bulletins pour voir pourquoi tu as eu ce comportement-là. Voilà. Si tu as ce comportement-là, on va te priver pendant 1 semaine, 2 semaines. Tu ne viendras pas au foot. Voilà. On ne veut pas de ce genre de comportement. L'objectif, avant tout, c'est l'école. L'école, c'est le plus important. L'école, c'est le plus important. Moi, justement, ce matin, j'ai vu le maire. Justement, on voulait aller plus loin, c'est-à-dire en mettant en place des structures d'aide éducative, scolaire plutôt, au sein du club, parce qu'on a certains éducateurs qui sont diplômés ou d'autres, même de l'extérieur, qui peuvent venir aider aussi les gamins qui peuvent être en difficulté également, parce que nous, on met énormément l'accent sur l'école. L'école reste le plus important. Parce que ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, c'est que les parents essaient de plus miser sur le football aujourd'hui que sur l'école. Alors que non, on leur répète tout le temps, que la base, c'est l'école. Parce que même si vous allez en centre de formation, votre fils, il a peut-être 3, 4, 5% de chance de passer pro. Et s'il passe pro, il a peut-être 1, 2% de réussir une vraie carrière. Parce qu'on en a eu beaucoup qui ont été pros, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas compliqué financièrement derrière eux. Et le plus important, c'est que l'école, c'est l'école, voilà, ça t'aide pour toute la vie. Le football, ce ne sera pas le cas. Et c'est ce qu'on répète inlassablement, tout le temps. Et c'est pas simple, parce qu'on n'est pas forcément aidé par ce qu'ils voyaient à la télé ou dans les journaux ou par les professionnels, entre guillemets. Mais pour nous, ce discours, il est très important. Nous, il y a Riyad qui est venu mercredi, Riyad Mahrez qui est venu mercredi, qui a fait ce genre de discours en disant aussi que, voilà, les enfants, continuez. Vivez votre rêve, mais voilà, c'est pas le plus important. L'école, c'est important. Voilà. Tout le monde ne peut pas réussir. Moi, je me suis battu parce que je voulais vivre mon rêve. Vivez votre rêve jusqu'au bout, mais gardez le plus essentiel, le plus important. Et d'ailleurs, vous venez de parler de Riyad Mahrez, qui était donc pour l'inauguration d'un terrain il y a quelques jours. C'est vrai que c'est la fierté clairement de Sarcelles, et dès qu'on parle du club de Sarcelles, inlassablement, c'est le nom de Riyad Mahrez qui revient. Alors pour vous, c'est aussi une belle vitrine, c'est-à-dire à la fois pour les gamins qui sont déjà là, présents, en disant, vous voyez, même quand on vient de Sarcelles, on peut aussi réussir. C'est le fameux espèce d'ascenseur social qu'on nous vend sans arrêt en disant c'est pas parce qu'on est dans un territoire qui connaît des difficultés qu'on est forcément voué à l'échec ou à tout ça. Et la preuve en est avec Riyad. Et puis c'est aussi pour attirer, vous disiez, monter en gamme, monter en compétences, etc. C'est aussi attirer des gamins en disant vous voyez, à Sarcelles, on bosse tellement bien que on a un joueur qui est à Manchester City, qui est titulaire de sa sélection nationale, etc. Donc c'est un double levier pour vous de montrer que le travail est bien fait
et qu'on peut avoir confiance en votre travail. Oh non, mais c'est clair que Riyad, il nous a fait de la pub, hein. On va pas se leurrer. Moi, j'ai même eu des appels de gens qui venaient d'Algérie ou du Sénégal en me disant ouais, je vais venir faire mes études en France, et je voudrais bien signer au club de Riyad Mahrez. Voilà. Je reçu des appels d'Italie aussi en se disant ça, et c'était drôle. Moi, je trouvais ça marrant. Et c'est clair que c'est une fierté parce que Riyad, il est resté à Sarcelles jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est hyper rare dans le football. C'est très rare. Et quelqu'un qui est resté jusqu'à 18 ans et qui a fait une carrière comme Riyad, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, hein. N'Golo Kanté est dans le même cas. Wissam Ben Yedder est dans le même cas. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fait de centre de formation et qui ont réussi à être pro. Et c'est vrai que Riyad, quand tu le voyais à 13-14 ans, il n'était pas destiné à être pro, mais il avait la mentalité. Il a eu la mentalité. Et moi, j'ai encore le souvenir, à chaque fois, j'en ai parlé à un journaliste du Guardian qui était venu faire un reportage à Sarcelles pour Riyad. Je lui ai dit, moi, j'aurai toujours le souvenir qu'en 2009, mon frère me parlait à chaque fois, me tannait avec Riyad, mon petit frère, en me disant, Riyad, il arrivera au niveau de Messi, Cristiano Ronaldo. J'ai dit, mais arrête, il est encore à Sarcelles, tu me parles de Messi, Cristiano Ronaldo. Il a 18 ans. Il a dit non. Il a quelque chose. Il venait d'un essai en Écosse à ce moment-là. Et je le vois, Riyad, en bas de la maison. On discute. Il dit non, je ne lâcherai pas l'affaire, je ne lâcherai pas l'affaire. Il n'était pas encore parti à Quimper. Et il ne lâchera pas l'affaire. Il a dit c'était dur, il faisait froid, c'était compliqué, les Écossais sont bruts. Et mon frère me dit tu vas voir, il a la mentalité. Il a dit j'en ai rarement vu des gens comme ça, je n'ai même jamais vu. Il a dit tu verras. Il a dit on en reparlera. Et puis, ça n'a pas raté. Ouais. Et parce qu'il c'est vrai, il avait une mentalité. Riyad, on a rarement vu des gamins comme ça. Il avait la mentalité. Il avait toujours le ballon, il voulait. Ça veut dire que s'il ne réussissait pas quelque chose, il s'entraînait tout le temps pour réussir le geste technique, tout le temps, tout seul. Ou avec d'autres, allez, venez, on va jouer. Il essayait, et voilà. Il voulait, et voilà. Vous demandez à Riyad, dans la mesure du possible évidemment, d'intervenir auprès de vos gamins pour justement faire des retours d'expérience, pour leur partager un peu cet état d'esprit-là qui est indispensable aujourd'hui dans la réussite. Disons qu'au départ, c'était plus facile quand il était au Havre ou aux premières saisons à Leicester. On va dire que c'était plus facile. Il venait beaucoup plus souvent. Après, non, c'est hyper compliqué parce qu'il est très pris. Au-delà de Manchester City, c'est le fait qu'il soit aussi le capitaine des Fennecs. Donc, dès qu'il arrive, c'est la folie. Voilà, c'est la folie. Donc, c'est compliqué pour lui. Et je comprends. Ça veut dire qu'il est toujours obligé de passer à Cognito, à appeler au dernier moment. C'est pas facile. Mais quand il est là, il essaie d'être le plus dispo possible. Mais c'est pas facile pour lui. Mais il nous a promis qu'il essaierait de prendre plus de temps. Parce que c'est vrai que ces dernières années, c'était compliqué. Il n'avait pas trop de temps entre City et les sélections. Mais il est venu déjà il y a un peu plus d'un mois. Au moment de Pâques, il était venu. Pourtant, on n'avait pas forcément communiqué. Il y a plus de 2000 personnes qui sont arrivées. Et il a aimé cette ferveur. Et les gamins, voilà, ils veulent être comme lui. En fait, le fait que rien que sa présence, on lui a dit, rien que sa présence, ça motive tout le monde. Ça motive les gamins. Ils se disent, je peux faire comme lui. Voilà, je peux être comme lui. Et voilà, le fait qu'il est venu, ça a reboosté. Tous les gamins, ça les a reboostés, clairement. Voilà. Et il a dit qu'il essaierait de venir beaucoup plus souvent. Voilà, là, il est revenu une deuxième fois et il reviendra encore. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas simple pour lui quand tu es une star algérienne. Au-delà d'être un joueur de City, c'est surtout être la star des Fennecs. Voilà, c'est clair. Et c'est vrai que l'été dernier, à la fin de l'Euro, quand la France s'était fait éliminer par la Suisse, il est venu avec N'Golo Kanté. Parce qu'il est très ami avec N'Golo pour jouer au tennis parce qu'il vient souvent. Quelquefois, incognito, il passe sur le terrain, mais pour jouer au tennis, discrètement. Et ils ont fait un match et quelqu'un a partagé sur les réseaux sociaux. Une heure après, pourtant il était 21h, hein. Une heure après, tu as eu, je ne sais pas combien de personnes qui ont débarqué, quoi. Voilà, il reste, c'est quelqu'un quand même c'est quelqu'un de gentil et humble. Et il a dit qu'il essaiera de transmettre au maximum et qu'il a des projets justement sociaux au niveau de Sarcelles et qu'il va s'investir le plus possible. Et c'est ce qui est bien. Alors, outre Riyad Mahrez, vous allez maintenant être aussi connu pour un partenariat avec le club allemand d'Offenheim, qui a fait. Là, on a parlé tellement ça. Ouais, mais c'est clair, qui a fait grand bruit, mine de rien, parce que c'est pas forcément hyper courant qu'un club
du top 5 européen, enfin du top 4 en l'occurrence, en dehors de la France, s'intéressent à des clubs amateurs en France à ce point-là, au point de passer des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des contours du partenariat, qui n'est pas simplement un partenariat sportif ou technique, mais vous avez beaucoup communiqué aussi sur des social. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en fait, c'est un partenariat qu'on a signé vraiment très récemment. On discutait depuis quand même pas mal de semaines à ce sujet-là. Ça a commencé le jour où on a eu un gamin qui a signé justement, le petit Sekou qui a Sekou signé. Doucouré, c'est ça, en 2005. Voilà, qui a signé donc à Offenheim, qui aurait pu même signer en Italie parce qu'il y avait l'Atalanta qui était intéressé également et qui est parti chez Offenheim parce que maintenant c'est devenu à la mode. Le championnat allemand est devenu à la mode chez les jeunes. Et en fait, compte de là, nous on était à ce moment-là, nous on était partenaire du Paris Saint-Germain depuis qui est le partenariat qui s'est arrêté de l'été 2021, qui a débuté en 2015. Pendant 6 ans, on était partenaire du Paris Saint-Germain avec Torcy. On était les deux seuls clubs qui étaient partenaires avec le Paris Saint-Germain, qui a décidé d'arrêter le partenariat. Mais à juste titre, parce que de toute façon, ce partenariat, entre guillemets, je ne veux pas dire qu'il ne nous a rien apporté, mais il n'a pas apporté les choses qui étaient escomptées au départ. Voilà. Au final, quand le petit Sekou a signé en Allemagne, nous, forcément, on a rencontré un dirigeant d'Offenheim qui se posait la question en se disant voilà, mais en France, on vous regarde toujours votre centre de formation, on ne comprend pas comment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, il y avait Nkunku qui explosait, Moussa Diaby qui explosait, le Bayern a acheté le jeune du Paris Saint-Germain. Ils se disaient, mais ils ne comprenaient pas. À croire que ça tombait, ça tombait de partout comme de la pluie et tout. Et nous, on dit, mais non, nous, on travaille correctement. Nous, actuellement, de la génération d'après Sekou, on a tant qui signent pro, qui sont dans tel club, qui sont dans tel club. Et donc, de fil en aiguille, ils se sont intéressés. Nous, on est parti voir là-bas comment ça se passait. On a discuté avec les dirigeants. Juste, d'abord, c'était par rapport à Sekou. On ne parlait pas du tout de partenariat à ce moment-là. Parce qu'on était déjà partenaire avec le PSG, donc ce n'était pas possible. Et nous, on ne voyait pas un partenaire avec un club allemand. Parce qu'on se disait, quel est l'intérêt, entre guillemets, sachant qu'un gamin ne peut pas partir à l'étranger. Comme ça, il ne peut pas partir avant l'âge de 17 ans, de toute façon. Et les gamins, en général, ils partent en centre de formation en France. À 14 ans, ils ont signé. Un gamin, il ne va pas attendre 17 ans pour signer à l'étranger. Nous, Sekou, c'était quelqu'un qui avait, à la base, qui n'était pas dans les radars des clubs pro, qui a progressé un peu sur le tard. Donc, nous, ils se sont dit, pourquoi pas regarder si on ne pourrait pas faire un petit partenariat de départ qui commencerait. Nous, on viendrait regarder comment vous travaillez et en parallèle, vous viendriez voir comment on travaille avec les coachs, avec les éducateurs qui viennent, nous, nos éducateurs qui viennent vous voir, les gamins qui viennent faire des matchs amicaux, eux, la même chose. Voilà, comme ça nous permettrait de voir déjà le niveau par rapport à ce qu'on a, nous, pour confronter à ce niveau-là. Et puis, s'il y a un joueur, deux joueurs qui les intéressent, forcément, les regarder. Mais sachant que c'est compliqué quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, de pouvoir signer dans un club allemand. Nous, on s'est dit, pourquoi pas? Mais eux, c'était surtout ce qui les intéressait et nous aussi ce qui nous intéressait. Et c'est là qu'on a pu dire bingo. C'est surtout au niveau de l'aspect social. C'est-à-dire qu'ils ont un propriétaire, Dietmar Hopp, qui travaille beaucoup au niveau social dans sa région, dans son secteur en Allemagne, à Offenheim, qui est donc le fondateur de SAP, qui est une personne importante en Allemagne. Et lui, ce volet social, ça l'intéressait parce que Sarcelles, ça lui parlait. Paradoxalement, ça leur parlait. Je ne sais pas si pour les bonnes choses ou les mauvaises choses. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça leur parlait. Donc, eux, c'était aussi surtout développer le football, mais à travers un volet social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le foot, mais il y a l'école derrière. Pourquoi pas leur faire découvrir des langues étrangères? Parce qu'ils savent qu'il y a un déficit en France sur l'apprentissage des langues, que ce soit de l'anglais, l'allemand. Voilà, donc c'est poussé aussi à cet apprentissage-là. Dietmar Hopp, qui est un des cofondateurs d'SAP, donc une boîte informatique, c'est pourquoi pas aussi aider aussi à développer aussi le volet informatique, les gamins, les développer à ce niveau-là. Au-delà de ça, leur donner une vision aussi sociale et un développement autre aussi que le football.
Voilà, c'est aussi ça. C'est leur faire découvrir cette technologie parce que Offenheim travaille énormément avec la technologie. Voilà, ils ont une grande cage, je ne me rappelle jamais du nom, j'arrive jamais à le retenir, où moi je suis allé, je l'ai testé. Voilà, et nous on était comme des fous quand on l'a testé. Et c'est pourquoi pas aussi vous le montrer, que les gamins puissent aussi l'essayer également. Voilà. Nous on va aller début juillet, et les gamins vont pouvoir aussi l'essayer, le tester. Donc voilà, et nous en parallèle, eux ils développent des technologies liées au développement du joueur. C'est aussi ça permettra aussi eux, de le voir comment nous, on réagit, nos gamins, ils réagissent aussi par rapport à tout ça. C'est ça aussi. Voilà. Et avec aussi des échanges, quand vous disiez de matchs amicaux, c'est aussi pouvoir aller à l'étranger, voir un petit peu comment ça se passe. C'est ça. C'est leur sortir du quotidien. Parce que je ne veux pas dire qu'en Allemagne, ils se rachètent une image. Non, c'est pas ça. C'est que quelquefois, en France, on peut avoir des a priori en allant en Allemagne, même quand on est en volume, d'avoir des a priori. Alors que non, ça se passe bien. Et moi, j'adore l'Allemagne. Moi, je connais l'Allemagne depuis gamin parce que j'y allais quand j'étais gamin. Et c'est aussi les emmener. Eux, par exemple, ceux d'Offenheim, c'est la même chose. C'est eux aussi, ils vont venir chez nous. C'est-à-dire que nous, on leur a fait découvrir Sarcelles. Ils sont venus. Avant qu'on fasse signer le partenariat, ils sont venus voir comment c'était à Sarcelles. Voilà, comment c'était Sarcelles, comment c'était. Et ils ont été agréablement surpris que les gamins soient venus directement, instinctivement, sachant qu'on n'en a parlé à personne, qu'il y avait des gens d'Offenheim qui venaient. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Je disais, mais ils sont polis chez vous. Mais oui. Oui. Ben oui, on a marché dans la ville, dans des quartiers qui étaient chauds, on est parti partout. On leur a montré. Parce que l'objectif, c'est pas de cacher, c'est de leur montrer vraiment tout l'envers du décor. Ils ont vu et ils étaient agréablement surpris. Et on leur a expliqué comment c'était, socialement comment c'était, comment les gens vivaient, les difficultés qu'on pouvait vivre aussi. Et c'est de là qu'après, à leur retour, ils se sont dit, ce serait bien de faire un partenariat avec eux parce que eux, c'est solide. On a vu que les gamins, lors des entraînements, ils sont tenus, ça se passe bien, c'est carré, la ville c'est carré, il y a un environnement favorable, tout le monde se connaît, il y a du monde, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, il y a beaucoup de parents qui viennent et ils ont vraiment aimé ça et nous on s'est dit, au début on était un peu sceptiques parce que c'est vrai qu'on sortait d'un partenariat avec le PSG pendant 6 ans qui nous a clairement rien apporté, clairement rien apporté. Après, il y a eu la pandémie. Quand on allait clairement commencer à lancer les choses, au bout de 5 ans, il y a eu la pandémie. Donc, ça n'a pas aidé. Et donc, c'est pour ça que on était sceptiques. Et après, quand on nous l'a proposé, on s'est dit, pourquoi pas? Après, ça commence doucement par rapport à des petits échanges. Et après, ils regardent quand même de la manière dont ça va évoluer, hein, c'est clair. Donc, pour l'instant, c'est seulement sur 2 ans. Et après, c'est voir comment ça évoluera dans le temps et comment on peut avancer ensemble. Voilà. Après, en termes de partenariat, on sait que c'est compliqué parce que au niveau des joueurs, forcément, ils vont regarder. Et il y a aussi autre chose dans ce partenariat, c'est surtout aussi beaucoup, c'est le développement du football féminin. Parce que nous, ils savent que nous, c'est un de nos gros chevals de bataille. Et aussi, Offenheim, c'est la même chose. Ils ont fini 3e l'année dernière en Bundesliga féminine. Ils ont fait la Ligue des champions féminine et ils ont une bonne équipe féminine. Et aussi, c'est se développer ce football féminin et faire des échanges. Nous, justement, quand on y est allé, on a ramené une fille qui est partie, entre guillemets, à l'essai là-bas, qui est U15, qui est une très bonne joueuse à nous également et qui est parti et qui a aimé. Et ils ont bien aimé aussi sa mentalité. Parce que aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une différence de mentalité dans leur football, où, comme ils disent, entre guillemets, chez les filles, nous, les filles, elles y vont, quoi. Elles vont au contact. Et voilà. Et tout ça, ça les a surpris. Et voilà. Et eux, c'est vraiment partager cette expérience, cette différence culturelle qu'il y a entre nos deux footballs et essayer de faire un mélange qui pourrait faire grandir en fait contre le projet, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis chaque côté peut apporter aussi à l'autre sur différents aspects culturels, sportifs. C'est ça aussi l'échange enrichissant de partenariats entre
un club d'un pays et un club d'un autre pays, en fait. Ouais. C'est... Et c'est ce qui est bien. Par exemple, nous, on a un coach, un des responsables, des directeurs techniques du centre de formation, qui va venir une semaine, là, qui vient aujourd'hui, et qui va rester et qui va faire justement quelques réunions des réunions avec les coachs, qui va aller voir les séances, qui va participer aux séances, qui va leur expliquer pas mal de choses. C'est quelqu'un qui est très expérimenté et qui vient ce soir et qui reste une semaine parce qu'on a notre tournoi annuel qui est jeudi. Il va profiter justement pour venir nous voir, justement, discuter avec les coachs, voir les séances, corriger certaines choses. Et voilà, et c'est ce qui est bien. Voilà, il va nous apporter toute son expérience. Voilà. Il fait partie des gros formateurs. Il va falloir se mettre à l'allemand alors, Boubacar. Ah, ich heiße Boubacar, je wohne in Sarcelles. Ah, Je bien. wohne in Sarcelles. Vielleicht... Non, j'ai fait allemand quand j'étais gamin, parce que Ok. c'était les meilleures classes. Ça marche. Après, il faut se remettre un peu, c'est clair. Non, on va essayer de se mettre à l'allemand, c'est clair. Je leur ai dit que d'ici un an, je réussirai à baragouiner en allemand. Je me débrouillais. Ce qui est paradoxal, c'est comme j'ai de la famille en Allemagne qui habite pas loin de Bonn, qui habite à Bonn, pas loin de Cologne. Et donc, j'y allais en vacances pendant un mois et demi. Et moi, je partais tout seul et j'arrivais à me débrouiller en allemand. J'arrivais à me débrouiller en allemand. Mais c'était jadis. C'était jadis. Après, quand on pratique pas, on oublie. Hein. Mais c'est vrai que je me débrouillais assez bien en allemand quand j'étais gamin. Vous venez de parler du tournoi, du prochain tournoi. Quand on s'est appelé pour parler de cet épisode, on a parlé des tournois de jeunes et notamment de la relation qui devenait de plus en plus compliquée avec certains clubs professionnels qui vous demandent, et moi je trouve ça fou, à vous les amateurs, Oui. de prendre Ouais. en charge leurs frais de déplacement, les nuits d'hôtel, etc. Et pour vous, la difficulté qui devient et qui va devenir peut-être de plus en plus importante pour organiser ces événements. Et il y en a partout en France. Hein. Il y a le vôtre. Moi, je connais le tournoi Sans Frontières à Sens, dans Lyon. Il y a des tournois. J'ai vu que vous aviez fait le tournoi phare de l'Europe en Bretagne. Il y a la Joinville Cup dans le 94. Enfin, voilà, il y a des tournois partout. Et finalement, la difficulté de réunir des clubs est en train de monter parce que s'il faut que ce soit les amateurs qui payent les professionnels, ça devient Mais compliqué. je pense que le problème, c'est qu'on les a mal habitués. Je pense. Je pense qu'il y a pas mal de tournois, dont Joinville. Moi, j'y ai participé comme coach il y a 10 ans à Joinville, la Joinville Cup, qui était une très belle compétition. Là, on a pu participer il y a 3 semaines. On a perdu en quart, c'est Anderlecht qui a gagné. Et le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est les amateurs qui payent pour les pros. C'est-à-dire que nous, pour la Joinville Cup, on a dû payer 300 euros pour participer. Moi, à l'époque, c'était 50 euros, après 100 euros, maintenant c'est 300 euros. Sauf que si ça continue, demain, ça va être 500 euros. Mais il y a tellement de visibilité dans ce tournoi et tout le monde essaie de chercher le prestige. Le prestige, en se disant parce qu'on a Anderlecht, parce qu'on a l'Inter, parce qu'on a le Bayern, notre tournoi, il vaudra quelque chose. Voilà, parce que c'est des grandes équipes. Ouais, mais après, ils n'ont pas forcément des bonnes équipes dans ces catégories d'âge. Hein, je parle bien. Mais sauf que les clubs pro, ce que j'ai compris, c'est que les clubs pro, il y a la partie professionnelle, centre de formation, qui commence à un certain âge, c'est-à-dire à partir de 14, 15 ans, selon les pays. Voilà. Et 13 ans, c'est pas le centre de formation, c'est l'association. Et ils arrivent à décorréler l'association et la partie associative, la partie pro. Ils sont très malins. Et donc, je ne sais pas quel est le budget qui est donné sur la partie professionnelle, mais ils ne donnent pas tant que ça, et ce qui n'est pas normal. Et ils savent que les clubs amateurs, ils vont payer. Donc, ils ne se prennent pas la tête. Ils se disent, moi, je m'appelle le Sporting, je m'appelle Liverpool. Heureusement que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y en a qui prennent en charge les frais. Ils demandent juste à la rigueur l'hébergement. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. OK. Nous, on a des clubs comme Nancy qui se débrouillent par eux-mêmes. Ils ont dit non, nous, c'est juste l'hébergement, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous héberger? Même si c'est les parents. Donc, nous, c'est déjà arrivé qu'on les ait hébergés chez les parents. Il n'y a pas de souci, c'est très bien passé. Nancy, ils ont été corrects. Mais par exemple, on a eu Angers qui nous ont dit non une semaine avant le début du tournoi en disant on n'a pas de budget. On n'a pas de budget, ils ne veulent pas nous payer, ils ne veulent pas nous donner.
Voilà. Peut-être c'est parce que le président a décidé de vendre son club pour 85 millions d'euros. Il a pas assez. Non, je trouve ça dommage parce que au final, tous viennent du monde amateur et je trouve que séparer le monde pro, amateur, pour moi, on devrait faire une grosse fête. Il y a de l'argent dans les clubs professionnels. En plus des déplacements, ça coûte 3 4 000 euros. C'est rien, c'est rien. Ou pour certains, 1 000 euros, 1 500 euros, c'est rien du tout. Et c'est vivre les gamins de leur club. Pour qu'ils vivent une belle expérience. Et c'est dommage qu'ils ne mettent pas la main à la poche. Mais bon, après, malheureusement, en club amateur, les clubs amateurs, ils veulent avoir une visibilité et faire la fête. C'est plus facile de le faire quand tu as une grande équipe et d'avoir du monde que quand tu n'as pas un grand club. C'est clair. Nous, dans notre tournoi, on a réussi à avoir. On a Offenheim comme club pro, on a Nancy, et on a réussi à avoir le Sporting de Lisbonne. Mais voilà, il a fallu aussi. Voilà. Ouais, c'est Et c'est sûr. malheureux. C'est Voilà, c'est- c'est c'est ça. compliqué, ouais, effectivement. C'est compliqué. Voilà. Mais c'est là sur lequel on va travailler sur une vraie réflexion à ce niveau-là pour pousser, entre guillemets, à ce que ce soit les clubs pro qui viennent, qui aient envie de participer à ce genre de tournoi. Voilà. Parce que pour eux, entre guillemets, ça peut être que bénéfique pour eux parce que c'est une vitrine, entre guillemets. Ils peuvent voir les gamins en direct live, quoi. Ils n'ont pas besoin d'envoyer leur recruteur, ils voient les gamins. Et donc voilà, c'est vrai qu'à la Joinville Cup, il y avait peut-être autant de recruteurs que de parents. Franchement, c'est pas ce qu'on aime, hein. Moi, c'est pas ce que j'aime, mais bon. Donc voilà. Et c'est dommage qu'il y en a qui se transforment en pseudo-recruteurs, agents. La plaie, comme Ça, je dis, la plaie du football. ça devient compliqué de gérer les abords du terrain maintenant. C'est compliqué parce que ce qui est compliqué, c'est que voilà, les parents vivent les rêves de leurs enfants. Donc, ils rêvent que leurs enfants soient professionnels. Et il y a pas mal de gens externes qui leur vendent du rêve, qui leur dit oh, le club ne fera rien pour ton gamin, viens avec moi, t'inquiète pas, moi j'ai des contacts à tel endroit, je connais tel endroit, je connais. Alors que les trois quarts, et 90%, ils connaissent rien du tout, ils connaissent personne. Voilà, c'est des intermédiaires d'intermédiaires d'intermédiaires. Et le problème, c'est qu'ils vendent du rêve aux parents. Et après, quand tu as des gens qui peuvent être dans la précarité, on leur dit t'inquiète pas, je peux avoir 5 000 euros, 10 000 euros, je peux le faire signer à tel endroit. Ben, les parents, ils vrillent. Voilà. Après, je peux pas leur en vouloir. C'est compliqué. On essaie de faire la chasse aux agents. Chaque année, on essaie de sensibiliser les parents en leur faisant des réunions, en leur disant voilà, faites attention, en leur disant ne signez pas d'agents, sachant que les agents, c'est pas obligatoire. Même pas, c'est interdit à un certain âge. Il n'y a pas à avoir d'agent et tout. Et que nous, dans le club, on a tous les éléments pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà, parce que nous, on les connaît. On connaît les clubs, ils travaillent avec nous. Et le partenariat qu'on a signé à Offenheim, c'est aussi pour leur montrer qu'il y a aussi des clubs professionnels qui nous font confiance également. Voilà. Donc, parce qu'ils louent notre qualité de travail. Donc voilà, c'est aussi mettre ça en avant parce que c'est très, très, très compliqué avec les parents aujourd'hui. C'est pas facile, c'est pas simple. Bah, on l'a vu justement là, il y a pas très longtemps, le club de Boulogne-Billancourt, pardon, la CBB, Ouais, la CBB, ouais. voilà, qui avait décidé de suspendre les entraînements une journée pour que ça soit médiatique aussi et pour montrer que les actes d'agression des parents envers les éducateurs devenaient de plus en plus fréquents et qu'il faut que ça s'arrête parce que c'est en train de totalement dégénérer et pourrir la vie des clubs amateurs, des éducateurs, etc. Ben, c'est clair, parce que c'est compliqué de voir des parents qui te disent, qui tous les jours non, mais qui peuvent venir voir l'éducateur, ouais, pourquoi mon fils il joue pas? Pourquoi il joue pas? Pourquoi tu le mets pas en attaque? Il faut le mettre en visibilité. Pourquoi tu le mets à la latéral droit? Pourquoi tu le mets pas à ce poste-là? Non, je veux pas qu'il joue défenseur. Les défenseurs, pas. Non, non, on est là pour créer une équipe. On n'est pas là pour. C'est pas le FC de ton joueur, entre guillemets. Quoi. C'est la SS Sarcelles. Et c'est hyper compliqué. Donc, on essaie de couper court. Après, c'est vrai que quelquefois, après, le dialogue est compliqué. Il y a des coachs qui décident de couper tout court au niveau du dialogue. Donc, de ne plus dialoguer avec les parents. Après, ça nous retombe sur nous, sur les directeurs sportifs, sur les responsables. Alors que c'est un phénomène qu'on ne voyait pas il y a 15 ans, il y a 10 ans. Donc, on n'en voyait pas. On en avait peut-être un ou deux. Mais là, c'est 5, 6, 7 par catégorie. On en a une centaine de parents. Et ça peut être compliqué, malheureusement. Et heureusement, mais en parallèle, il y a des parents qui nous écoutent et qui nous laissent faire et qui comprennent, au contraire.
Ça dépend des parents, mais il y a des parents qui vivent tellement le rêve de leurs enfants. Et surtout, oh là là, si l'enfant il signe pas pro, non, il va pas en centre de formation. C'est compliqué, c'est très très compliqué, hein. Voilà. Soit ils enlèvent leur gamin, soit ils nous en veulent parce que c'est notre faute, alors que non, c'est pas nous, c'est les clubs qui viennent. Il peut y avoir des gamins qui partent en essai sur un club, deux clubs, le club décide de pas le prendre. Après, c'est aux gamins de faire le travail, entre guillemets. Et les parents ils nous en veulent, ils disent oh, vous ne mettez pas assez en visibilité. Mais nous, on n'est pas là pour mettre en visibilité. Nous, on ne cherche pas à être une vitrine. Il y a des clubs qui font ça en région parisienne, qui, eux, eux, ils ont décidé je ne veux pas dire créer un business, parce que ce n'est pas un business, mais de faire ça. Nous, non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire grandir le club et que les gamins grandissent au sein du club. Voilà, et participent à un collectif. Nous, et il y a des clubs en région parisienne, eux, leur objectif, c'est d'être une vitrine pour les clubs professionnels. Et ils le font très bien, tant mieux pour eux. Mais nous, on a une autre philosophie et c'est ce qu'on leur explique aux parents. Voilà. Nous, Sarcelles, l'objectif, c'est de faire monter l'équipe en 17 NAS, en 19 NAS et les seniors au niveau national. Voilà. Et c'est de leur expliquer tout ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Et même pour les enfants, hein, même pour les gamins. Hein. Les gamins, ils rêvent d'être footballeurs. Et après, pas pour les bonnes raisons aussi. C'est toujours ça. C'est toujours ça le problème. Mais après, c'est quasiment une situation intenable parce que comment leur en vouloir, entre guillemets parce que quand on vient, alors c'est pas le cas de tous, mais quand on est dans des territoires où il peut y avoir une situation sociale qui fait qu'il y a beaucoup de familles qui sont dépendantes aussi de l'avenir de leurs enfants, qui essayent de les pousser pour sortir la famille d'un quotidien qui n'est pas toujours très, très simple, des familles qui sont en difficulté, des parents qui cumulent des petits boulots, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont en situation monoparentale avec plusieurs enfants. Et le petit garçon qui joue au foot, c'est un espoir pour eux, en fait. Quand vous dites ils vivent le rêve, ou ils rêvent, je ne sais plus quelle formule vous avez utilisée, ils vivent le rêve de leur enfant, mais parce que l'espoir, en fait, et là, l'espoir, c'est tout pour beaucoup de familles. Cet espoir, finalement, ça a aussi des effets très pervers, c'est-à-dire les parents qui mettent une trop grosse pression aux éducateurs d'un côté, mais aussi à leurs enfants aussi de l'autre, et ça c'est vraiment pas sain. On est aussi dans une période où on a l'impression que ça ne peut que s'amplifier, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Et je parlais tout à l'heure du fameux ascenseur social. Pour beaucoup, le football, ça représente maintenant à merveille l'ascenseur social. Donc j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui va s'estomper en fait. J'ai le sentiment que ça ne peut que empirer, en fait. Je suis d'accord avec toi, ça ne peut que empirer. Et à moins que la bulle explose un jour, financière, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Quand on voit que Chelsea se fait racheter à je sais pas combien de milliards, on se dit il y a un gros problème. Est-ce qu'un club de foot vaut 4 milliards, 5 milliards? Ils le voient, tout ça, les parents. Ils se disent tout ça. Ils savent qu'N'Golo Kanté, il est là-bas. Ils savent que Riyad, il part à Manchester City. Ils savent que Pogba, tout ça, ils se disent, mais eux, ils sont issus des mêmes endroits que nous. Ils se disent que voilà, ils ont eu les mêmes difficultés que nous. Peut-être que mon fils, il peut réussir. Alors que le discours qu'on a, c'est leur dire que non. L'espoir, c'est pas le football. L'espoir, c'est l'école. C'est plus facile pour votre fils de devenir médecin que faire une grande carrière au football. C'est leur dire ça. Et en étant médecin, ils peuvent vous sortir de la précarité. En devenant un grand ingénieur, ils peuvent vous sortir de la précarité. Et c'est plus facile de faire ce métier d'être avocat que d'être footballeur professionnel, c'est clair. Moi-même, j'ai fait des études et je le sais que c'est plus facile. C'est dur d'être footballeur, déjà. Mais il faut leur expliquer ça, parce qu'il y a un paramètre chance. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment, pas être blessé. Voilà, qu'on te donne la chance. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce qu'a eu Riyad, il a réussi, mais il a eu beaucoup de chance dans son parcours. Il a rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Moi, je veux dire que Riyad, quand il est parti à Quimper, c'est parce que c'est des éducateurs de Sarcelles qui avaient des connexions à Quimper, qui connaissaient quelqu'un à Quimper qui lui ont dit « Attends, je vais te ramener un petit à moi, que je vais te ramener à Quimper. » Donc voilà. Et si cette personne-là ne l'avait pas envoyé à Quimper, mais Riyad, il serait sans doute dans les divisions, peut-être en N3, en N2, en N1, je ne sais pas. Mais il n'aurait pas la carrière qu'il a aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi rencontrer les personnes au bon moment. Il y a facteur chance. Et aux parents, ce que je leur dis, c'est qu'il y a moins de facteurs chance au niveau de l'école qu'au niveau du foot. Voilà. Voilà. Et c'est le plus important. Mais je sais que ce discours, pour beaucoup, il rentre là et on sort de l'autre côté. Et je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre. Mais on essaie d'avoir ce discours-là.
mais qu'ils peuvent continuer à faire leur carrière de footballeur et essayer de vivre leurs rêves, mais il ne faut pas mettre de côté l'école. C'est ce qu'on leur dit. C'est le discours. Surtout, ne laissez pas l'école. C'est le plus important. Voilà. Et c'est pour ça que quand on a signé le partenariat avec Offenheim, c'est aussi nous aider, voir comment ils peuvent nous aider justement à développer ce facteur-là. C'est-à-dire qu'il y a le football, mais eux, ce qui les intéresse aussi, et nous, c'est aussi les aider à devenir quelqu'un, mais à travers leur éducation scolaire. Voilà. C'est surtout ça. Parce que là, on leur dit souvent, votre fils, il a, je ne sais pas combien de chances d'être un Pogba, d'être un truc. Il faut leur comprendre que c'est compliqué. Mais malheureusement, non. C'est qu'on a eu des gamins qui sont partis en centre de formation. On a eu un gamin qui est parti, qui a signé à Manchester United, à l'Ultraoré. Voilà. Il a réussi à changer la vie de ses parents, de sa famille. C'est vrai, à 17 ans. Et c'est un Sarcellois. Et les gens le voient, tout le monde connaît. Donc, forcément, ils se disent, mais si lui l'a réussi, mais mon fils, il peut réussir au-delà de Riyad. Hein. Ils se disent que c'est la même chose. Mais il faut leur expliquer que ce n'est pas le cas. Voilà, on a Michael Nadé qui joue à Saint-Etienne actuellement, qui est issu du quartier, c'est un quartier Sarcelles, qui est titulaire avec Saint-Etienne. Oui, il a réussi, oui, mais il y en a combien de contre-exemples? On en a des centaines, malheureusement. Voilà. Et c'est de leur dire que c'est trop aléatoire de miser que sur le football. Voilà, miser sur le football, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, on ne pourra pas vous empêcher de miser sur le football, mais surtout, ne négligez jamais l'école, c'est le plus important. Ça reste le plus important. On va terminer sur une note de football, puisque quand on s'est eu au téléphone, on a parlé de jeu, on a parlé de vous à titre personnel, d'Arrigo Sacchi, d'entraîneurs qui ont marqué un peu votre jeunesse, votre adolescence, qui continuent de marquer un peu l'esprit du jeu que vous voulez que Sarcelles incarne aussi chaque week-end sur les terrains d'Île-de-France et de France de manière générale quand il y a des compétitions ou des tournois un peu partout. Ah, bah si, franchement, si j'aurais l'état d'esprit aujourd'hui, on va dire Jürgen Klopp, c'est clair. C'est clair, c'est par rapport à ce qu'il insuffle, à ses équipes, la mentalité. Tu sais, on voudrait bien que tout le monde presse, tout le monde court, tout le monde se bat pour l'autre. Voilà, moi j'adore ce football. Là, j'aimais bien à l'époque ce que faisait Nantes des années 90. J'aimais bien ce qu'il proposait. Et après, il y a des périodes, moi j'aime bien le jeu, j'ai adoré la Corogne, par exemple. La Corogne des débuts des années 2000, j'ai adoré. Les Jalminia, les Fran, les Valéron, les Naibet. Diego Tristan. Diego Tristan en attaque, les Mackay. Non, mais c'était une équipe. Elle était formidable, cette équipe. Elle était formidable. C'était tout par le jeu. L'Ajax également, j'ai bien aimé Après, c'était un style différent, le Milan d'Ancelotti, également avec son sapin de Noël, Sidorf Kaka. C'était bien. Après, il y a la Juve, mais la Juve de Lippi, parce qu'un de mes joueurs préférés à l'époque, c'était Del Piero. Moi, j'adorais Del Piero. Et voilà. Et c'est pour ça que. Et il y a aussi une chose qui est compliquée, c'est que les gamins regardent de moins en moins le football. Ils ont du mal avec le foot. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas aussi passionnés que nous, on l'était. Peut-être parce que c'était la multiplication des matchs. Moi, mes frères, qui sont tous coachs à Sarcelles, mes 3 petits frères sont coachs à Sarcelles, on a toujours regardé que du foot, quoi. Je les ai blindés, même des cassettes, des vidéos, des DVD d'anciens de matchs de l'époque, tout le temps. Et les gamins, si je leur dis ça aujourd'hui, ils connaissent pas. Moi, je suis né dans les années 80, mais je connais le football des années 70. Je connais le football des années 60. Tu sais, parce que j'ai appris ce qu'a fait le Bayern, l'Ajax, comment ils ont fait évoluer le football total. C'est important de le connaître. Mais les gamins d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 2000 ou dans les années 90. Ça ne les intéresse pas. Le football aujourd'hui, le jeu ne les intéresse pas. Ils ont beaucoup plus d'autres sollicitations et distractions maintenant que nous, on avait à l'époque. C'est ça la difficulté aussi. Oui, c'est ça la difficulté. Merci TikTok, merci Insta. On va leur dire merci. On ne va pas leur dire merci à eux, malheureusement. C'est vrai qu'ils ont plus de distractions. Nous, comme je disais, nous, on avait que 6 chaînes de télé. Aujourd'hui, tu peux regarder ce que tu veux. Nous, avant, quand il y avait un match de foot, c'était un événement. Et le problème, il est là. C'est compliqué, mais c'est vrai que... Mais vous arrivez quand même à les sensibiliser sur le jeu dans vos équipes, à travers ce que vous voulez mettre en place à l'échelle du club de manière générale, pas ponctuellement dans les équipes?
Ben, ce qu'on s'était dit, parce qu'on a eu cette discussion avec des éducateurs du 18 qu'il y avait, ils me disaient, bah, ils ne regardent pas le foot, ça me ronfle. Et là, on s'est dit, mais comment on peut faire pas pour les obliger, c'est-à-dire que c'est multiplier. Par exemple, ce que je pensais, c'est acheter un écran de 3 mètres sur 4 mètres qu'on mettrait dehors et qu'on partagerait, on regarderait les matchs ensemble avec les gars. Voilà. Voilà, des matchs importants ou moins importants qu'on regarderait et qu'on parlerait de tactique. Ah, t'as vu pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est placé comme ça? Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on filme nos matchs aussi également pour qu'ils revoient ce qu'ils ont mal fait, ce qu'ils ont bien fait. Mais c'est regarder aussi certains matchs, regarder Liverpool, leur comportement. Comment ils se comportent sur le terrain. Regarde comment se comporte Alexander Arnold, comment se comporte surtout Fabinho. Non, le PSG, il ne faut pas les regarder. Regardez comment est le Bayern, comment le Real. Voilà. Et c'est des choses, parce qu'ils ne regardent pas. Par exemple, le match Real-Manchester City, pour moi, c'est un match qu'il fallait qu'ils regardent. Voilà, il fallait regarder. Regardez comment une équipe qui se fait dominer arrive à se sublimer sur certaines actions, à sortir. Et c'est ça, c'est des trucs comme ça qu'il faut regarder. Voilà. C'est pourquoi il fait cette course, pourquoi Benzema il fait ça. Parce qu'on n'arrive pas, mais ils ne savent pas que ça peut les aider dans leur progression, ça, justement. Voilà. Techniquement, le placement, regardez comment voilà, ils ne regardent pas. Alors qu'un mec comme Riyad, il regardait du foot, il regardait le foot à l'époque, il regardait comment tu sais, à l'époque, l'Inter et tout, parce qu'on avait beaucoup à Sarcelles, à l'époque, on était beaucoup fans de l'Inter, plus qu'aujourd'hui où c'est les clubs anglais, on avait soit Manchester, c'est les classiques Real Barça, mais l'Inter, bon, il y a beaucoup de gens qui sont fans de l'Inter. À l'époque, parce qu'il y a eu Ronaldo, après il y a eu Adriano, il y a eu Zlatan, et il y a eu PES aussi qui a joué aussi, où l'Inter était l'équipe la plus forte. En fait, quand il regardait les déplacements, regarde comment il se déplace, voilà. Et Riyad, par exemple, il regardait beaucoup. Et ça aide dans la progression des joueurs. Et ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas, les gamins, ils ne regardent pas assez. Et donc c'est un vrai projet ça d'acheter un grand écran et... Ah oui, oui, j'ai regardé, je me suis renseigné. Un grand écran, j'en ai vu un de 4 mètres sur 3 mètres qu'on mettrait et qu'on mettrait des matchs. Regardez comment ils se déplacent, regardez. Allez, on va regarder des vidéos, on mettra. Allez, YouTube, les meilleures actions de Lewandowski. Voilà, voilà, regarde comment il se déplace, l'attaquant. Voilà. Parce qu'on a du mal avec les neufs. On a du mal à former des vrais buteurs aujourd'hui. On a du mal à former des bons latéraux et des bons vrais buteurs. On a vraiment des difficultés à ce niveau-là. Et je ne parle pas des créateurs des 10. On forme des très bons ailiers, des très bons récupérateurs, des défenseurs centraux. Oui, on a. Voilà, on a, mais des latéraux et des 10 et des avant-centres, on a du mal. Et justement, en voyant les déplacements des attaquants, surtout, c'est compliqué. Et c'est voir comment ils se déplacent, comment ils demandent le ballon, on regarde dans les intervalles, comment ils regardent. Voilà, c'est ce qu'on veut leur montrer. Et ouais, non, mais c'est un vrai projet, ça, par contre. Ça, c'est un vrai projet parce que voilà, c'est important qu'ils développent leur culture football pour qu'ils puissent développer aussi leur propre QI football. Parce que moi, pour moi, c'est hyper, hyper important. Je suis très porté QI football, clairement. Le déplacement, comme mon frère d'ailleurs, qui est le directeur technique du club, qui est très porté QI football. C'est important. Et on trouve que il est important que les gamins cherchent cette réflexion, au-delà de ce qu'on leur apprend. Il faut qu'ils apprennent aussi par eux-mêmes. Voilà. On arrive au bout de l'entretien Boubacar et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez une recommandation d'invité pour moi? Une recommandation. Ah, est-ce que j'ai une recommandation? Pas forcément de recommandation. Je voudrais bien entendre, après, pas forcément de recommandation, un joueur qui est passé du monde pro au monde amateur, quoi. Du monde professionnel au monde amateur parce qu'il n'a pas eu le choix. Donc pour une question de pas eu le choix, vous entendez niveau? Le monde pro s'est fermé à lui. Voilà, et il a dû repartir vers le monde amateur. Quelle différence il a? Est-ce que ça a été difficile pour lui de passer d'un monde où tu es chouchouté, où tu es un monde où tu dois ramener tes affaires, tu dois faire tout toi-même. Voilà, et je sais que ça peut être compliqué pour eux. Et que nous, par exemple, on a eu quelqu'un qui était à Valenciennes, qui faisait une bonne carrière, qui jouait la montée même en Ligue 1 avec Valenciennes récemment. Et à un moment donné, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, il est revenu chez nous à l'entraînement et ça n'a pas été facile pour lui, quoi. Ça a été compliqué. Pourtant, aujourd'hui, il a que 25 ans. Il a que 25 ans et pourtant, à 18 ans, il a joué son premier match pro à 18 ans.
Il a une 60aine de matchs en Ligue 2. Voilà. Et c'est compliqué pour lui, quoi. Il est de la génération à Lucas Touzard et était formé avec lui. Je sais que c'est compliqué et qu'il n'y a pas assez d'accompagnement pour ces gens-là, quoi. Et qu'il y en a qui peuvent tomber même en dépression. Voilà. Et je pense que ça peut être un bon axe, Johan. Après avoir cette personne, si je te fournirai le nom. Ok, ça marche, avec grand plaisir. Je te proposerai. Super. Okay. Merci beaucoup, Boubacar Coulibaly, pour cet entretien, pour votre temps très précieux, évidemment. Et puis, bonne fin de saison à l'AS Sarcelles, en espérant que ça se passe bien, que ça progresse, que les gamins prennent du plaisir, qu'ils n'oublient pas l'école, que les bulletins soient bons. On approche de la fin d'année. Il faut que les bulletins scolaires soient bons. Exactement. Très important. Donc, moi, en tout cas, ce fut un plaisir. Et puis, vous êtes le bienvenu à Sarcelles. Vous venez quand vous voulez. Ça marche. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Boubacar. À très vite. À bientôt. Allez, au revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.